Bonjour et bienvenue dans Hope Upon a Time. Dans ce podcast, j'ai eu envie de vous raconter des histoires d'hommes et de femmes connus ou inconnus, qui ont traversé des épreuves, la maladie, les coups durs, les doutes et qui, grâce à leur passion, ont trouvé la force d'avancer. Le sport, la danse, l'équitation, le chant, peu importe la forme, c'est cette passion profonde qui les a guidés, qui les a aidés à se dépasser et à redonner du sens à leur vie. Bienvenue dans Hope Upon a Time, un espace où l'on explore ces chemins de résilience et d'élan vital. Il y a des rencontres qui ne sont pas des hasards, des rencontres qui viennent nous chercher là où ça fait encore un peu mal. Aujourd'hui, ce n'est pas une interview, c'est un miroir. Deux femmes, deux parcours. Et une question, qu'est-ce que la maladie fait de nous ? Je suis avec Delphine Rémy et on s'est dit qu'une interview croisée, ce serait pas mal. On va faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. À chaque question, on va y répondre toutes les deux. Alors tu commences ? Oui. Tu veux que je me présente, c'est ça ? Je veux que tu te présentes parce qu'on s'est dit, on va essayer de ne pas faire comme d'habitude. J'ai eu ça comme cancer, blablabla, blablabla. Et on s'est dit qu'on allait essayer de parler un petit peu de ce qui nous anime et parfois ce qui nous fatigue. Et on s'est... on a déjà beaucoup parlé. Micro, on a déjà beaucoup parlé. Et vous les regardez, on s'est dit, on commence l'interview, on est plaies nues toutes les deux. Bon, ma chère Delphine, who are you ? Voilà, c'est ça. Qui es-tu ? Alors, tu sais, quand même, pendant... Ça fait 7 ans, donc j'ai eu un cancer du sein. Et en fait, quand on me demandait de me présenter, je me présentais souvent avec le cancer, en fait, puisque toutes les interviews, c'était dans le cadre du cancer. Donc, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2019. Et aujourd'hui... et avant, je disais, j'ai lancé un podcast parce que j'ai eu un cancer. Aujourd'hui, on me pose la question, tu fais quoi ? J'ai un podcast. En quoi ? Santé. Et pourquoi ? Oncologie. Pourquoi ? Alors là, j'y arrive. Mais donc, qui suis-je ? Je suis maman. C'est mignon de commencer par ça. Oui, je suis maman de 2 garçons, Alexandre et William. Ouais. T'as un Alexandre aussi. J'ai un Alexandre voilà. aussi. Je suis fan de pole dance. Wow, que j'ai commencé il y a 2 ans, après toutes les opérations de reconstruction, on en reparlera. Et puis, je suis extrême. Oui, extrême, pas toujours très mesurée. À 100 à l'heure Oui, à 100 à l'heure et aspirant à autre chose, mais je pense qu'on va en parler. Et voilà, on va parler de ça aussi. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2019, donc ça va faire 7 ans en juin. Et j'ai tout terminé, opération de reconstruction, hormonothérapie, et on va en parler beaucoup aujourd'hui. Et tu vas bien ? Et je vais bien, toujours un peu à l'équilibre, mais je pense qu'on va parler vraiment d'aspiration à une autre vie, adorant la mienne, cherchant un équilibre. C'est compliqué, hein ? C'est compliqué. Et toi, qui es-tu, Annabelle ? Comment tu te présentes, en fait, quand on te demande qui es-tu ? Moi, en général, alors, dans mon spectacle, je dis... moi, je m'appelle Anna, j'ai une mutation... En vrai, je peux crâner dans les dîners. J'ai une mutation génétique hyper rare, CDKN2A, je suis à haut risque de mélanome et cancer du pancréas. Ah oui, je vois votre tête, celle-là, c'est surtout celui qu'il ne faut pas avoir. Alors, je suis maman de 4 enfants, mariée depuis 30 ans. 4 enfants qui sont, je pense, ma plus belle œuvre d'art, parce que je me rends compte que c'est ce dont on parlait, mais j'ai l'impression que quand je suis avec mes enfants, je me sens entière, pleinement heureuse. J'ai l'impression que c'est à la fois mes meilleurs amis et que, je sais pas, j'adore mes enfants. Je les appelle, ils m'appellent tous les jours. Enfin, c'est même pas je les appelle tous les jours, mais voilà. Mignon. Je suis fondatrice de l'association Hope, du podcast Hope Upon a Time, créatrice de la comédie musicale, chef d'entreprise, parce que finalement, monter une asso, c'est aussi une entreprise, mais c'est une grosse entreprise au final. Oui. Je vis à 100 à l'heure, je suis créative, je peins, j'ai 1000 idées plein la tête et parfois je pense que je me fatigue moi-même parce que donc j'ai eu un premier cancer effectivement il y a 11 ans. La première chose que je disais quand je me présentais, j'avais besoin de raconter aux gens tout de suite. Je m'appelle Annabelle, j'ai 44 ans et j'ai un cancer du sein. Oui, je m'identifiais par le cancer. Aujourd'hui, tu as raison, peut-être que j'en parle moins. Toujours est-il que j'ai eu un premier cancer il y a 11 ans, un deuxième, je suis en récidive de mon cancer du sein depuis 3 ans et j'ai eu 2 mélanomes. Donc je suis toujours sous traitement.
J'ai fait une pause de 3 mois, je viens de la reprendre. J'ai eu l'impression de revivre en 3 mois. Pendant la pause. À la pause, c'était j'ai bien dormi, j'avais plus de baisse de morale, j'avais plus de coups de blues, j'avais moins de douleurs. J'ai eu l'impression de... C'était compliqué de reprendre alors? Bah, là, ça fait une semaine, donc j'ai eu l'impression de vivre au paradis pendant 3 mois, en fait. Comment est-ce qu'on peut retrouver le petit paradis sous traitement? Voilà. Et j'ai ce côté paradoxal. Je suis toujours en pleine création permanente. Et en même temps, des moments, j'aimerais juste avoir un agenda qui se vide un petit peu. Qui se vide et qui n'a rien. Et en même temps, est-ce que j'existerais sans tout ça? Ben voilà. On s'est trouvé. Hein, mais quand on a discuté, on s'est dit, voilà... j'ai l'impression qu'on est les mêmes, qu'on vit à 100 à l'heure depuis des années, quand même. Oui. Nous, Hope a fêté ses 9 ans. Et qu'on oscille entre je veux plus rien faire, je veux faire, je veux plus rien faire. Et qu'est-ce que je serais si j'avais pas tout ça? Parce que finalement, si tu n'avais pas eu la maladie, aujourd'hui, tu ferais quoi? Eh bien, je me pose la question, parce que ça, en fait, ça a radicalement changé mon parcours professionnel. Donc, eh bien, honnêtement, je ne sais pas. J'étais toujours dans une création permanente. Ouais. Tu vois, j'ai eu plein de métiers. J'ai lancé une boîte de tartes et de quiche à Houston. Mais non! J'étais chef à domicile. J'étais chef privé. T'as été chef à domicile? Oui, j'étais chef à domicile. Donc, j'ai commencé dans le monde financier. Et puis, Parce on est arrivé... ton parcours... Mon parcours, c'est... j'ai étudié l'économie et la finance. Je voulais être médecin, mais bon, là, on va pas revenir... Ouais, voilà. Mais, comme par hasard, c'est quand même étonnant, c'est que je rêvais d'être médecin, je rêvais d'être journaliste. Donc, j'ai atterri complètement dans le monde médical, puisque j'interviewe quasi des médecins toutes les semaines. Et puis, je rêvais de la vie de Lilou Massé, qui partait à travers le monde, qui interviewait des gens incroyables. Bon, là, je pars pas à travers le monde, mais j'ai le podcast, tu vois. Donc finalement... Qui te fait voyager quand même. Qui me fait voyager quand même. Donc, j'ai commencé dans le monde financier, puis on est parti à Houston, au Texas. Là, j'ai été prof de français, puis j'ai été interprète médicale pour des séropositifs africains. C'était vraiment génial. Et puis, j'ai commencé à donner des cours de cuisine à mes élèves qui prenaient des cours de français. Mais tu avais une formation en cuisine? Alors, ma mère a toujours été une excellente cuisinière. Elle a étudié chez tous les plus grands chefs et elle donnait des cours de cuisine. Donc, en fait, nous, on était les cobés à tester tous les plats. Donc, et puis, je suis rentrée en Belgique. J'ai lancé un service traiteur et de chef privé. Puis, on est reparti à Houston parce que j'étais tellement malheureuse en Belgique. Donc, mon mari a accepté de faire un pas de côté pour repartir à Houston. Là, j'ai lancé une boîte de tartes et de quiche parce qu'on avait ras-le-bol de travailler le soir. Et puis, je suis devenue chef privé pour une famille. Ouais. Mais t'avais quel âge? Bah, c'était il y a 15 ans. Et là, j'étais chef privé, puis j'ai relancé un service traiteur aux États-Unis. Et puis là, quand on est rentré en Belgique, je me suis dit, je me lance dans la nutrithérapie, parce que j'avais plus envie. Tu sais, c'est quand même dur, hein. Tu pars le soir quand tout le monde est chez soi. C'est tranquillement. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dur. Ouais, parce que tu avais les enfants déjà. Mais c'était facile, hein. Aux États-Unis, ils mangent à 5 heures. Donc c'est vrai. Voilà, à 20 heures, tu avais terminé. Non, mais même pas. Je servais juste le repas. Et puis, il y avait d'autres personnes, c'était des gens qui avaient un peu de moyens. Il y avait d'autres personnes qui s'occupaient de la vaisselle, le truc. Donc, c'était hyper facile. Et puis, je suis rentrée. Et là, je me suis lancée dans la nutrithérapie. Et j'avais une consultation, en fait, de relation à la nourriture, parce que j'ai eu moi-même un trouble alimentaire, guéri, totalement guéri. Et donc, j'ai voulu aider les femmes à avoir une meilleure relation à la nourriture. J'avais lancé un programme en ligne. Il y avait trop, en fait. Il y avait trop. Et puis, au moment du cancer, en fait, tout se calmait. Je m'étais lancée dans la photographie de bouffe. Oui, c'était beaucoup plus... En fait, moi, on m'a titré, tu sais, c'est drôle parce que dans les journaux belges, on disait les 1001 vies, ou c'est peut-être après pour Hope, les 1001 vies de Annabelle. On pourrait dire pareil de toi, hein, les 1001 vies de Delphine. C'est un peu trop. Et c'était un moment où, justement, je me suis dit, j'ai besoin de calme. Donc, j'avais de la photographie de bouffe, c'est calme, hein. Tu vois, tu installes tes plats et tout ça. J'avais un contrat pour un magazine pour prendre des photos. Et puis voilà, le cancer est arrivé. Au moment de plus de calme. C'est très bizarre, en fait. Est-ce que tu t'es dit, finalement, c'est pas si mal d'avoir un cancer, je vais pouvoir me poser? Alors, je te dis en toute honnêteté, pas le finalement, c'est pas si mal, mais... C'était vraiment la première fois de ta vie, de ma vie,
où vraiment tout était au ralenti. En plus, c'était le Covid. Donc voilà, on va en parler parce que ça faisait partie d'une des questions. Et toi, en fait, est-ce que ça t'a... Le cancer? Ouais. Alors, je me suis dit... Alors, non, moi, je pense que c'était quand même une grosse claque parce que ma petite dernière avait 7 ans, elle est née 12. Et tu vois, même, je pense que c'est... Encore des émotions qui montent. Ouais. En fait, je trouve quand même que c'est difficile parce que quand tu entres dans cette case de la maladie, tu sais que tu vas devoir cohabiter toute ta vie avec la maladie. Oui. Et en fait, tu transformes la vie d'une famille. La relation que j'ai avec mes enfants aujourd'hui, si elle est si forte aussi, c'est la première fois que ça m'arrive de pleurer comme ça. Oh non, par contre, je pleure toujours sur scène, mais bon, parce qu'à chaque fois, je me laisse happer. Ça transforme la vie d'une famille, c'est que toute ta famille vit au rythme des contrôles, vit au rythme de ta vie qui peut basculer. Et même si tu l'as écrit, tu en as fait un podcast, Devenir guerrière, même si on est des guerrières, même si on nous voit comme des guerrières, nous, on se dit qu'à chaque contrôle, la vie peut rebasculer. Moi, j'ai imaginé... dans tous tes postes. Voilà, j'ai imaginé ne pas être là... et ben, j'espère que je serai là au mariage de mes enfants, mais ne pas être là tout au long de leur vie. On sait aussi que tu peux traverser la route et que tu peux mourir, bon voilà. Mais quand le cancer entre dans ta vie et quand il entre à 44 ans, merde! Toute ta vie, tu vas devoir cohabiter avec ces putains de contrôles, avec cette peur, parce que finalement, on vit quand même avec la peur au ventre en permanence. Tu l'as en permanence ? Non. Comment tu vis cette peur? En fait, tu y penses tout le temps? Tu y penses tous les jours? J'y pense pas du tout. En fait, c'est plutôt dans tous les moments magiques que je vis. Oui. À chaque fois que je quitte mes enfants, que j'ai passé des moments exceptionnels en famille, j'ai ce trop plein d'émotions qui débordent. Je me dis, est-ce que je vais revivre ça? C'est plutôt dans ce sens-là. Ça veut dire que chaque moment que je vis, c'est comme s'il était presque unique, je le vis à 200%. C'est même là, tu vois, la semaine dernière, on était en séjour avec des femmes qui m'ont dit « Hope nous a changé notre vie, tu nous sauves la vie ». Et c'est des moments qui sont tellement forts que l'émotion voilà, est immense à chaque fois, parce que j'ai toujours peur que chaque chose que je vis soit la dernière. Ah oui, donc tu l'as quand même souvent, cette peur. Et oui, comment tu fais quand elle arrive? Donc c'est comme s'il y avait une émotion hyper positive, de moments exceptionnels, et tu dis, j'espère qu'il y en aura encore. Et c'est ça. Et comment tu gères alors cette... Eh bien, je pleure pas mal. C'est-à-dire que dès que je quitte mes enfants, tu vois, là encore, hier soir, j'ai quitté mes enfants, je pleurais. Déjà, je suis arrivée à Paris, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? J'ai pas envie d'être là. Non, mais tu vois, je me suis dit, finalement, j'aime pas vivre à Paris, même si je fais des choses exceptionnelles, que je suis ravie d'être avec toi ce matin. Je me suis dit, ma vie, c'est pas ça. Ma vie, c'est d'être auprès de mes animaux, auprès de mes enfants, auprès de... Je sais pas, c'est paradoxal parce que j'ai l'impression que du coup, cette peur, je la remplis par de la création, des projets, etc., pour pas penser. Oui. Et en même temps, je te dirais que je suis beaucoup moins angoissée qu'avant d'avoir eu à affronter une vraie maladie. Oui, parce que tu m'en avais dit. Toi, tu as eu des problèmes de rapport à la bouffe. Oui. Moi, j'étais une grosse hypochondriaque. À faire des crises d'angoisse, des crises de panique, de devoir sortir d'un restaurant, enfin, c'était terrible. Donc peur d'attraper des maladies. Peur d'attraper des maladies jusqu'à ce que j'en ai des vraies. Ouais. Et quand j'en ai eu des vraies, j'ai été capable de les affronter. Ouais. Tu vois? Ouais. Et je trouve que c'est très paradoxal ce truc de quand tu entres dans la maladie, tu sais que tu dois apprendre, tu ne peux pas lutter contre le cancer, tu dois apprendre à cohabiter avec lui. Oui. Et le fait que tu sois en rémission, en fait, c'était justement une des questions, en fait, quelle est la fragilité qui reste encore aujourd'hui? C'est ça, en fait, la peur. Est-ce que tu
est-ce que tu as confiance en ton corps ou tu as peur Moi, personnellement, la fragilité aujourd'hui, c'est dès qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans mon corps, je me dis ça y est, c'est reparti, on est parti ça, pour un tour. Sûr. Et ça, c'est comment est-ce qu'on retrouve confiance en fait? Eh ben, je sais pas, toi, tu as trouvé la réponse? J'y pense pas tous les jours, mais si j'ai un petit bobo qui dure, C'est ça. tu vois, mal au ventre pendant 4-5 jours, schlack, c'est même pas une gastro, c'est... tu vois, une tache sur la peau, c'est ça. Quoi, voilà. Après, je trouve que les équipes médicales sont là. Donc, si j'ai une grosse angoisse, tu vas j'appelle. Voilà, j'avais eu quelques petits saignements. Tu vois, j'ai tout de suite appelé. Ils me prennent au sérieux, mais tout de suite, ça part en sucette. Quoi. Ouais, et comment tu fais quand tu te dis, bon, allez, je vais pas aller encore demander pourquoi j'ai mal là, je le demande cette pas tâche que j'avais pas. Ouais, je le demande pas tout le temps, mais c'est comment tu fais la part des choses, tu vois, comment tu te dis non, c'est pas possible. En fait, moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est que quand j'ai eu mon cancer la première fois, on m'a dit vous mourrez pas de votre cancer, c'est un petit cancer, vos chances de récidive, elles sont, il y en a quasi pas. On t'a dit ça? Oui. Ouais. On m'a dit, vous avez à peine 5% de chances de récidive. Et puis pof, je me tape une récidive. Ouais. En fait, j'ai envie de te demander, c'est quoi, ça fait quoi la deuxième annonce, en fait? C'est la pire. Ouais, voilà. Le deuxième cancer est beaucoup plus difficile à vivre parce que tu te dis, c'est juste pas possible, quoi. J'ai déjà donné. Et puis mélanome, et puis deuxième mélanome. Et puis, tu vois, quand je suis allée demander si j'avais une mutation génétique qui avait à voir avec mon cancer du sein pour mes enfants, parce qu'on sait que le cancer du sein, ça existe aussi chez les garçons, mais j'ai quand même 3 garçons, une fille, et qu'on m'a dit vous l'aurez certainement pas. Et j'arrive et je venais d'avoir un mélanome, et je dis mais est-ce qu'il y a une mutation génétique pour le mélanome? Elle m'a dit c'est hyper rare. Je dis vous savez quoi, vous allez me la faire parce que moi je fais que des trucs hyper rares. Et en fait j'avais cette mutation génétique qui porte sur le pancréas et le mélanome. Et je me suis dit, waouh, quoi, tu vois, c'est... Donc c'est plus ce côté de dire... Attends, ça veut dire, et tes enfants ont été testés alors? Oui, donc il y en a 2 qui ont la mutation génétique. Donc et ça veut dire quoi concrètement? Plus droit au soleil. Ok. Et il y en a déjà un qui a eu un mélanome, Mathieu, qui a 20 ans. Donc, à un endroit très exposé. Ouais, au nez. Oui, c'est le nez, oui. Voilà. Donc je leur ai légué ça, cette peur aussi de la maladie, mais aussi cette envie de vivre, voilà. Je me souviens quand on était allé passer le test que l'aîné a eu, Arthur, les résultats de la mutation, on s'est retrouvés dans la ville, à Genève, et on s'est piqué une crise de fou rire, je ne sais pas, c'était nerveux. On s'est mis à rigoler, mais comme des malades, les deux. Et Arthur m'a dit, parce qu'il est très intelligent, réfléchit beaucoup, il a dit « Mais maman, c'est super !» En fait, on sera surveillé plus que les autres. Le cancer du pancréas, c'est une merde absolue. Et au moins, nous, ça sera anticipé. Ouais. Bon, donc, ceci dit, les traitements sont très prometteurs. Hein. Oui, mais tu vois, on n'en est encore pas là. Ouais. Et du coup, voilà. Et la petite, elle me dit, pour l'instant, elle ne veut pas se tester. Et elle me dit, mais maman, je fais attention au soleil. Donc voilà. Mais tu leur lègues tout ça, tu leur lègues ce poids de la maladie. Et des fois, j'ai l'impression que, au lieu, enfin, ils me disent, tu as été une maman exceptionnelle, mais au lieu d'avoir été une maman, ils ont été très protecteurs. Ils m'ont accompagnée au contrôle, ils m'ont accompagnée. Et des fois, je me dis, est-ce que j'étais en droit de leur laisser ça? Et puis finalement, ça a été aussi leur choix. Mais je leur ai quand même... C'était leur choix, hein, parce que tu vois, moi, mes enfants... Oui, c'est ce que tu m'as dit, toi, tes enfants. Ils m'ont mis vachement à distance. C'est pas si évident que ça, en tant que maman. Mais tu comprends que 2 hypersensibles, 14, 17 ans, ils ont tous une manière différente de réagir. Et voilà, eux, c'était mettre à distance, probablement pour pas souffrir. Donc, c'est pas très agréable, mais une fois que tu comprends que c'est un mode de protection, voilà, c'était accepté. Et puis, voilà, s'ils avaient fait le choix d'être très proches, peut-être que j'aurais dit ne prenez pas toute cette crainte. Donc, mais ça reste leur choix. Et donc, c'était probablement leur choix d'être plus proche de toi, tu vois? Oui, certainement. Donc, mais des fois, tu te dis, voilà, on impose ça. Et en même temps, ça donne ce
ce petit goût de chaque instant où tu es tous ensemble, chaque instant magique, chaque instant entre deux contrôles, chaque instant est juste magique. Et je pense que quand tu n'as pas vécu la maladie, tu vois, je sais pas pour toi, mais tu m'as parlé de ton envie. Tu m'as dit l'autre jour, je me suis aperçue qu'il y avait une vie à côté du cancer et du travail. Et je pense que ce que tu es en train de construire aujourd'hui, retaper une baraque, c'est waouh, quoi. Je pense que quand tu allais moins dans le cambouis et que tu vois, ça m'a pas du tout. Ça fait partie de cette espèce d'équilibre que je cherche. Je suis tellement passionnée par. J'ai envie de te raconter quand même une petite histoire. Tu vois, quand j'ai appris mon cancer, la première chose que j'ai été faire, c'est je suis allée sur Google. Bon, on dit qu'il faut pas. Ben, non, mais moi, c'était super parce que je sais pas pourquoi, je suis tombée sur les vidéos de Lily Sohn. Tu vois? Je te connais pas assez. Génial. Elle a été diagnostiquée à 26-27 ans. Et elle a écrit... C'était un peu la première qui en parlait vachement sur les réseaux. Elle a écrit La guerre des tétons. Ah oui, tu vois, bien sûr. avec ses petits cheveux courts et tout. Et j'étais comme un gamin qui regarde en boucle Toy Story, quoi, tu vois? Ouais. Je regardais les vidéos de Lily Sohn. Je regardais en boucle. C'était vraiment un shoot d'espoir, quoi. Tu vois, je me disais, si elle a réussi, je vais y arriver. Et donc, c'est comme ça, en fait, que tout a démarré, si tu veux. Elle m'a donné plein d'espoir. J'ai commencé un journal intime qui est devenu un blog, qui est devenu un livre. Mais, tu vois, ça faisait partie de tes questions. En fait, est-ce que tu as eu une injonction à être forte, à faire quelque chose de tout ça? En fait, être imprégnée de Lily Sohn, elle ne le sait pas, je ne l'ai jamais rencontrée en plus. Enfin, je l'ai déjà mis dans 2-3 posts, mais être imprégnée de cet espoir, quelque part, je pense que ça m'a donné, et puis d'avoir l'aide de toutes les femmes qui étaient passées par là, ça m'a donné cette envie d'aider et sans trop réfléchir, en fait. Tu vois, de toute façon, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais et je réfléchis après. Ah. Bon. Oui. Voilà, après, souvent, réfléchis. Il y a des copines qui disent, t'as fait un business plan là pour ton business de tarte et tout. Non, je ferai après, tu vois, voilà. Aspiration et puis j'y vais. Et en fait, je pense que ce cercle vertueux on m'a donné de l'espoir, j'ai envie d'en redonner, peut-être aussi pour pas subir. Être active. Gabriella, qui travaillait un peu pour moi dans le programme que j'avais créé pour aider les femmes à avoir une meilleure relation à la nourriture, elle m'a accompagnée aussi dans le cancer. Et elle m'a dit, écoute un peu le podcast de Clémentine Gallet sur la maternité. Donc j'écoute. Voilà. Et puis en fait, je me suis dit, mais je vais faire la même chose avec le cancer, en fait. Donc j'ai lancé ce podcast. Donc quelque part, en fait, on m'a donné de l'espoir, j'ai voulu redonner de l'espoir. Et tout ça, ça s'est fait. Toi aussi, en fait, pourquoi tu as lancé tout ça, moi, je crois qu'en fait, quand je suis tombée malade, et si c'est un conseil que je peux donner, j'ai accusé le coup pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'ai chialé. Et j'ai dit, mon mari, tu vois, m'avait dit, qu'est-ce qu'on fait? On le dit aux enfants. Je dis, écoute, moi, je rentre de l'hôpital, du centre Léon Bérard, je vais pleurer, et je vais beaucoup pleurer, mais laisse-moi ce temps-là, et oui, il n'y aura pas de sujet tabou. Et j'ai pleuré, et après, effectivement, c'est très drôle que tu dises ça, je suis allée chercher mes médicaments à la pharmacie, je tombe sur une pharmacienne qui m'a dit, ma maman a eu un cancer, elle va très bien, c'était il y a 10 ans. Et là, taxe. Et je me suis dit, voilà. Et en fait, comme le poids d'une phrase. Je suis remontée à cheval 3 semaines après ma vasectomie, je me suis dit, je suis tellement bien avec mes chevaux que je vais en faire quelque chose. Et comme je suis une hyperactive, sûrement TDAH, sûrement je ne sais pas quoi, mais les trucs de plus de tout ce qu'on dit aujourd'hui, je me suis dit, je vais en faire quelque chose et je vais aider les autres. Et en fait, pendant toutes ces premières années avant ma récidive, j'ai été un exemple aussi pour toutes ces femmes, et voir aussi des femmes qui passaient, qui allaient bien chez Hope, pour moi, c'était absolument magique. Et j'étais toujours dans le truc, ça peut pas me réarriver. C'est pour ça que quand je te dis que... dès le départ, en fait, dès le premier cancer. Ouais, je l'ai créé, le temps de le monter, vraiment, on a déposé les statuts, tu vois, c'était en 2017, j'ai été diagnostiquée en 2014, le temps d'accuser le coup, voilà, je l'ai monté très très vite. Et très vite, j'ai ouvert une antenne, et puis une deuxième, et puis etc. Mais ce que je faisais, tu sais, chaque fois qu'on recevait des femmes, il y a une présentation, une anamnèse, où chacune racontait un peu sa vie, et j'étais toujours l'exemple. Elle en a fait quelque chose, il y a même des femmes qui me disaient « mais comment t'as fait ?» Et j'étais cet exemple. Mais par contre, depuis ma récidive,
je peux plus faire les présentations où je raconte mon histoire. Pourquoi ? Parce que je flanche, parce que je me dis, je suis plus un exemple. Aujourd'hui, j'ai eu 4 cancers, quoi. Quel exemple je vais donner ? Ok, j'ai toujours l'énergie. Ok, je suis une chef d'entreprise, mais j'ai peur de pleurer. Et surtout, je ne suis plus capable d'écouter toutes ces femmes. Parce que je suis comme elles, et j'en vois tellement de plus en plus nombreuses qui sont jeunes, qui ont des cancers hyper graves. On en a même qui sont passés chez nous avec des phases terminales. Et dans ces moments-là, j'ai besoin aujourd'hui, parce que ça fait 11 ans, de mettre une petite distance. Alors, je vais continuer à animer les ateliers, chante avec les chevaux, danse avec les chevaux, tout ce que j'aime, mais en imposant cette petite distance. Alors, tu peux me dire, ça c'était suite à la récidive ? Suite à la récidive. Donc, est-ce que oui, il y a un espèce de transfert qui est... Enfin, tu te vois... Ah bah, je suis... Mais est-ce que c'est pas assez sain, ça, en fait, quelque part, de mettre une certaine distance ? Bien sûr. Oui. Je me suis rendu compte, d'ailleurs, j'ai eu besoin de voir une psy seulement à ma récidive, tu vois. Oui. Avant, j'en avais pas besoin. Oui. J'avais mes chevaux, j'avais Hope, j'avais tout ce que je créais, la peinture, j'étais cette guerrière. Mais tu vois, à des moments, cette guerrière... Je sais pas si toi, tu as eu ça... Cette guerrière, peut-être qu'elle a manqué d'espace pour des moments dire oh, en fait, je suis vraiment crevée, quoi. Je suis vraiment crevée. Est-ce que Là, par exemple, cette journée découverte aujourd'hui, où je vais l'animer, eh ben, j'ose pas dire que j'ai pas envie d'y aller. Mais aujourd'hui, je le fais. Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Mais ça fait pas longtemps. Ouais. Tu vois, depuis peut-être... 2 ans, j'ai dit les journées découvertes à Saint-Cergue, je ne les fais plus. Les séjours, je les fais, mais je ne vais que sur les ateliers qui me font plaisir. Je vais manger avec les femmes si j'en ai envie. Et elles l'ont très bien compris. Hein. Tu vois, la semaine dernière, c'était magique. J'ai eu un séjour où, je te dis, elle me dit, mais Hope nous sauve. Elles m'ont serré dans leurs bras en disant, c'est magique ce que tu fais. Et j'ai dit... Et quand je leur ai dit, il y a des jours, j'ai pas envie d'être avec vous, elles ont dit, c'est tellement bien que tu arrives à nous le dire, parce qu'on le comprend tellement, c'est pareil pour nous. Est-ce que toi, tu as ça sur des fois, ton podcast, où tu te dis des moments Dernièrement, j'ai eu un espèce de... J'ai parfois ça revient chaque année, tu vois, où je me dis c'est pas possible, il faut que je quitte ce monde de l'oncologie et tout ce qui va avec. Mais je suis complètement une chose et son contraire, parce que tout ce que j'ai créé, ça a tellement de sens, tout ça. Et puis toutes ces rencontres, c'est tellement magique, mais ça devient de plus en plus, donc comme toi, ça devient de plus en plus compliqué d'interviewer des patientes. Pourquoi alors ? Je crois que j'ai plus... Et c'est pas que je suis pas passionnée par leur histoire, mais... T'en as fait 200 de podcasts 200, quand même. 200 plus ce livre. Plus l'autre, plus encore le petit guide pour conseiller. Mais en fait, j'ai de plus en plus envie d'interviewer des experts ou d'avoir des expertises ou de ce qui peut aider les hommes et les femmes et tout ça, mais je commence à en avoir un petit peu... j'ai pas envie de dire ras-le-bol, parce que... Tu sais, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Bon, c'est bon, t'as fait le tour de l'oncologie, tu vas arrêter quand même après 7 ans. » J'ai dit « Mais ça va ou quoi ? Je vais pas arrêter. Je vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. » Tu vois, et parfois, j'aspire à une autre vie, mais laquelle, en fait ? Je peux même pas concevoir. Ouais, c'était ça, parce que si là, je te dis « Ok, Delphine, j'ai une baguette magique, qu'est-ce que tu fais là demain ?» Une chronique à la radio, mais alors je me dis évidemment ce sera une chronique sur la résilience. J'ai quand même envie d'avoir des gens qui ont eu des épreuves de vie. La télé, une émission, mais interviewer des gens qui ont eu des histoires de vie. Enfin, tu vois, ça serait un projet. Voilà, pôleuse senior, tu vois. Je sais pas. Alors c'est vrai que c'est la première fois. Je suis tellement entière. Tu vois, les gens me disent tout le temps, tu travailles trop.
mais j'ai envie de dire trop par rapport à qui, par Oui, rapport oui. à quoi. Allez vous faire foutre, en fait. Moi, je suis passionnée. J'ai jamais eu de distinction entre ma vie professionnelle et personnelle. Et je pense que les entrepreneurs n'ont pas cette, cette distance. Et tant mieux, en fait. C'est génial d'être passionné. Mais c'est vrai qu'on a un projet, là, maintenant, de rénovation d'une petite maison à la campagne et tout ça. Et je me suis dit, pour la première fois, j'ai découvert qu'il y avait une autre vie à côté du boulot. Ouais. Mais je n'étais pas du tout malheureuse pour autant. Non, mais ce que je trouve très difficile, alors j'ai été dans plein de brocantes, j'ai choisi les couleurs des murs et tout ça. Je découvrais autre chose que le boulot. Mais par contre, je trouve que quand on se lance complètement là-dedans, après retourner au boulot, c'est pas facile. Donc en fait, je trouve que l'équilibre, quand je suis dans cette mouvance de boulot, je suis beaucoup plus productive et tout ça. Et puis j'ai un peu levé le pied pendant 3 semaines, qui m'arrive jamais. Et bien, j'avais du mal à revenir, tu vois. Donc je trouve que l'équilibre n'est pas évident, quoi. Parce que là, par exemple, dans ton quotidien de gérer ce podcast, tu t'en fais quand même un par semaine, c'est waouh. C'est un full-time. Il y a beaucoup de consultances pour des labos, il y a beaucoup de relectures de flyers, il y a des conférences. Enfin, c'est un job full-time, quoi. Oui, oui. Voilà, donc qu'est-ce qui te pèse le plus? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Il y a ces interviews. Je pense qu'il y a des enfin, je pense que c'est l'histoire de ma vie. En fait, chaque fois que il y a eu des cycles de 6 ans, tu vois, chaque fois changer de métier. Alors, tu sais, parfois j'aspire à une autre vie, mais laquelle? Je sais pas, je peux pas te répondre là. Mais est-ce que c'est pas parce que tu fais partie de ces gens dont j'imagine. Oui, toi aussi. Voilà. Est-ce que c'est pas parce qu'on est des créatives et au final on s'ennuie très vite? On s'épuise. Alors, on s'épuise, on s'auto-épuise, mais on s'ennuie très vite. Et si on n'a pas de la nouveauté, de la créativité derrière, notre cerveau se nourrit de cette créativité aussi peut-être et de l'adrénaline que ça procure quand même de lancer un nouveau projet. Et même peut-être autre chose, mais ça je l'avoue, peut-être une tendance en fait un peu triste. Et l'activité est mon mode... c'est ma manière de me mettre en mouvement et tout ça, c'est ma manière de gérer la tristesse. Il y a peut-être un fond relatif. Ouais, mais peut-être un fond relativement mélancolique. Mais je le dis, en fait, je trouve qu'à partir du moment où on se connaît, mais se mettre pour moi, gérer la tristesse, la mélancolie, c'est se mettre en mouvement et c'est se connaître, en fait. Mais cette mélancolie, elle était là avant le cancer ou... Et je suis sûre que les gens se disent elle est hyper joyeuse en fait, mais il y a parfois même souvent des moments mélancoliques et me mettre en mouvement, ça me donne de la joie. Ce que tu me dis, c'est ce que je me reconnais. Oui, ben, tu sais, je vois un mentor toutes les semaines, un monsieur qui a 80 ans, et il a normalisé ça. Je dis mais finalement, je pense que j'ai un fond quand même un peu triste. Mais il dit vous connaissez? Voilà, l'activité, la création, ça permet de gérer ce fond un peu mélancolique, un peu parfois, je ne vais pas dire nostalgique, parce que nostalgique de quoi? Non, moi je ne suis pas nostalgique non plus. Parfois un petit peu de tristesse, et où est le problème en fait? Et à partir du moment où tu te connais? On se disait, quand on a préparé l'interview, est-ce que c'est pas la maladie qui nous a fait devenir ce qu'on est aujourd'hui, des folles furieuses à créer, à bouger tout le temps? T'étais comment c'était la petite Delphine. Après, je vais te poser la question, je t'attends. Écoute, extrême, toujours fonceuse, entière, tout ou rien. Par contre, je trouve qu'il s'est passé un truc. Parce qu'on revient, tu vois, tu dis, est-ce que la maladie t'a permis de t'arrêter? Oui, en fait, vraiment. Après, je ne m'arrêtais pas parce que j'écrivais quand même mon bouquin, je savais qu'il y a un bouquin qui allait sortir et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, pendant les chimios, où là, quand tu es complètement explosé par ces chimios EC, arrêt obligatoire, nausée, écriture tranquillement et tout ça. Et puis après, il y a eu le Covid, juste à la sortie. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. En fait, la maladie m'a rendu un Bouddha, quoi. Tu vois, une espèce de sage. À un moment donné, je prenais que des photos de pissenlit. J'aurais pu être invitée dans un dîner de cons, tu vois. Non, mais des magnifiques photos. Je soufflais sur les trucs. Ouais, de pissenlit, je te jure. Vraiment, tu vois, toute la... Je mettais des fonds noirs. Et je vais te les montrer parce que franchement, c'était hyper joli, quoi. Et tu vois, quand il était en fleurs, en fruits. Vraiment, le dîner de cons, quoi. Tu vois, on pouvait m'inviter pour mes photos de pissenlit.
j'étais devenue... et puis on a une petite mare à la maison, il y avait des canards. T'avais une couronne de pâquerettes aussi. Mais genre, tu vois, on avait des canards, des canetons, j'ai pris plein de photos de ces canards. J'étais devenue une espèce de... Je vais plus jamais vivre ma vie comme avant. Ouais. Je suis une contemplatrice, je prends des photos, je suis au calme, la vie... Mais attends, je t'en fous, hein, là, ça a duré le temps que ça a duré. J'avais l'impression que ce ralenti, non, un peu plus, mais je vais beaucoup plus profiter des petites joies de la vie. Il y avait des pommes, je profitais de mes pommes. Tu vois, je sais pas, j'avais l'impression que j'étais tout à fait... Ce cancer m'avait vraiment... m'avait fait devenir contemplatrice, beaucoup plus calme, à profiter de chaque instant. Après, la vie, elle reprend son cours. Et voilà. Après, je trouve qu'à ce moment-là, comme la peine est tellement forte de ces chimios, de ces traitements, les joies sont démultipliées. C'est ce que je te dis. Les joies sont démultipliées, mais même après la maladie. Oui, après, moi, je trouve que la vie, elle reprend quand même un peu son cours, quoi. Toi, t'as quoi comme expérience, toi? Ah non, moi, j'ai vraiment l'impression que... Non, t'étais qui avant? Alors, j'étais qui? Oh, alors, j'étais qui? Alors, j'étais... Oui, j'étais hyper anxieuse, mais j'étais... À 11 ans, moi, je suis allée voir tous les paysans de mon village. Mes parents n'avaient pas les moyens. Je suis allée voir tous les paysans leur disant « Est-ce que vous me prêtez vos poneys ?» Et je me suis démerdée pour avoir 5 poneys dans un pré qui ne m'appartenait pas. Et j'avais monté un mini poney club. On faisait des cirques avec ma meilleure amie avec laquelle je suis amie depuis 50 ans. Et on invitait tous les voisins. Je vendais des pruneaux en haut de la route ou des cailloux. Mais j'étais déjà une entrepreneuse, quoi. C'était la gamine. Comment tu l'as monté à cheval à quel âge? À l'âge de 9 ans. Et parce que mes parents m'ont autorisée à l'âge de 9 ans. Mais bien sûr, je pense qu'à partir du moment où j'ai su parler, j'avais envie de monter à cheval. J'étais, déjà... j'avais mille idées. Ma meilleure amie, je me souviens des fois, je lui disais « Bon, tu peux pas prendre des décisions, là, c'est toujours moi qui dis ce qu'on va faire ou ce qui décide pour la journée. » Oui, mais tu sais tellement toujours ce que tu veux faire, donc voilà. Et j'organisais plein de trucs en permanence, donc j'étais déjà. Après, quand je suis arrivée à l'université, j'emmenais mes copines, je les coachais pour faire de la course à pied, enfin... J'avais mis le projet tout le temps. La même, ouais. Après, je suis arrivée en télé locale, je créais des émissions. Enfin, j'étais la même. Oui. J'étais la même. Moi, alors je dirais pas que j'avais déjà une mélancolie. J'avais plutôt des crises d'angoisse et des crises de panique. Donc une angoisse profonde, de peur de la mort, qui a. En fait, j'ai plus ces angoisses quand je suis tombée malade. Puisque finalement, affronter une vraie maladie, il y a même des copines qui ont dit « Ah bah enfin, elle a sa maladie, tu vois ?» C'est fou, ça. J'ai trouvé que c'était plus facile d'affronter une vraie maladie que d'affronter des fausses maladies. Mais par contre, j'ai dû cohabiter avec cette notion de mort qui était beaucoup plus présente. Mais du coup, elle a amplifié tous mes moments de joie. Mais il y a eu des moments où je me suis dit, au tout début de la maladie, où quand tu es avec tous les gens que tu aimes, où je me souviens qu'on fêtait les 70 ans de ma belle-mère un jour au resto. Et je me souviens très très bien de ce moment-là. Je venais d'être opérée, ça faisait 15 jours, 3 semaines. J'avais cette prothèse qui me faisait mal. Et je revois ce moment et je me disais, mais est-ce que je vais avoir ils ne sont pas dans ma tête, quoi. C'est horrible tout ce qui se passe dans ma tête. Oui. Moi, j'ai peur de mourir. Je ne sais pas si dans 10 ans, je serai là. Et eux, la vie est normale. Elle a repris son cours. Parce que pour eux... Je suis soignée, pour eux, ça va aller. Et tu vois, tu te souviens de ces moments-là précis où tu te dis... De solitude entourée. De solitude, mais de solitude atroce. Ouais. Et ça, profonde. Ouais. Et tu sais d'où ça vient, cette peur de la mort avant? Je sais pas. Moi, j'ai peur de m'étouffer, j'ai peur de... J'arrive pas. Des fois, j'ai demandé à ma belle-mère de faire de la généalogie. J'ai demandé à ma mère, je dis « Maman, mais il n'y a pas des gens qui sont morts étouffés violemment ?» Ah oui, il y a eu une mort violente dans ma famille, une très vieille tante qui a été assassinée, actrice dans les années 30. Mais je sais pas, j'arrive pas à savoir, tu vois. Mais ça, je trouve que le cancer a quand même... Toi, t'as pas peur de la mort? Mais bien sûr. Oui, j'ai peur de la mort. Mais... ça, c'était une question, tiens. Tu vois, tu m'as dit ici... Moi, je suis même pas méfiante. Non, c'est pas grave, mais j'y pense, là, parce que
tu m'as posé une question ici, tu m'as dit qu'est-ce que tu as envie de laisser qu'on retienne de toi. Oui. Ouais. Et j'avais pas pensé, j'avais jamais, je sais pas si j'ai envie qu'on retienne quelque chose de moi au-delà de la maladie, mais j'étais dans un avion pour aller faire un speech à Marrakech après un stage de pôle à Lanzarote. Ouais, donc je prends l'avion Lanzarote-Marrakech et on tombe dans une tempête. Dans l'avion? Oui, au-dessus de Marrakech. Oh, arrête. Et tu te je te parle de ça parce qu'après j'ai des questions à te poser. Mais en fait, on s'est retrouvés, on était au-dessus de Marrakech. Ça faisait 20 minutes on aurait dû atterrir. Et l'avion ne pouvait pas. Et l'avion, je sens qu'il tourne et on est basculé. Et on reste toujours à cette fucking même hauteur, en fait. Et je me dis, il y a vraiment un problème. Personne ne parle, les hôtesses sont assises. Et puis, il y avait plein de musulmans dans l'avion. Tout le monde a commencé à enlever ses chaussures. Ils ont sorti le Coran sur l'iPhone. Ça faisait des trucs comme ça. Ouais. Et je me suis dit, OK, là, j'ai jamais visité ma finitude comme ça pendant le cancer, mais là, je la visite, quoi. J'étais sûre que j'allais crever. On avait des espèces de trous d'air comme ça. Enfin, on n'arrivait pas à atterrir. On était dans une tempête, en fait. Ouais. Voilà. Et personne qui parle, il n'y a rien qui change. Et là, c'est vrai que je me suis dit, OK, Delphes, bon, tu vas mourir. J'étais trempée de partout. Et puis, je me suis dit, Delphes, maintenant, t'acceptes, tu peux rien faire. T'as pas de contrôle. OK. Les questions fondamentales. Est-ce que j'ai dit à mes enfants que je les aimais? Est-ce que j'ai dit à mon mari que je l'aimais? Est-ce que j'ai fait des chouettes choses dans ma vie? Est-ce que j'ai fait bouger les lignes dans un domaine? Est-ce que voilà, oui. Et est-ce que j'ai fait ce que je devais? Est-ce que voilà, vite le dernier truc, quoi, tu vois? Et je m'étais jamais posé ces questions-là. Et je me suis dit, oui, ils savent que je les aime. Il y a un chouette média. Est-ce que ce média va continuer dans le cancer et tout ça? Je me suis posé des questions. Voilà, est-ce que j'ai vécu selon mon why, quoi? Ouais. Et je me suis dit, ok, oui, c'est bon, maintenant ça va, je peux. Ouais. Et puis après, il y a une espèce de sérénité qui s'installe où tu te dis bon. Et puis après, le gars a dit. Il a remis les gaz, on est remonté, on est parti ailleurs, quoi. Donc, ouais, on était accouchés, j'allais dire, atterrir à Agadir, quoi, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? C'est une question que je ne m'étais pas posée, hein. Tu l'as posée, là, toi. Bah, forcément, tu te dis que si tu fais tout ça, c'est pour laisser une trace. C'est une évidence. La peur de l'oubli. La peur qu'on nous oublie. Ouais, Bah, moi, je pense que de toute façon, tu réponds à tes aspirations. Là. Quand tu es quelqu'un de créatif, je pense que tu fais tout ça pour... oui, tu fais tout ça pour... c'est pas conscient. Oui, mais c'était trip, de toute façon. Mais c'était trip. Donc, et puis, quand tu as besoin de sortir quelque chose, quand tu es créatif, tu es capable de te lever la nuit pour écrire des phrases, pour peindre, pour créer. Donc, bien évidemment... Et quand tu es créatif, tu es un peu torturé, donc c'est quelque part pour laisser une trace, bien sûr. Ce que j'aimerais qu'on dise de moi, je sais pas, elle était... Dis-moi. Bah, que j'étais quand même une belle personne et que je me suis... que j'ai beaucoup donné et que j'ai autant donné à mes enfants, mais que j'ai... La semaine dernière, il y a une fille, ça m'a beaucoup touchée, ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est fou comme tu es accessible et comme tu donnes, tu respires l'amour. Et ça m'a fait vraiment du bien parce que je me suis dit, malgré cette distance que j'ai imposée depuis ma récidive, je me suis dit, je suis encore capable. Tu sais, c'est comme quand tu as ton premier enfant. Tu l'aimes tellement, surtout moi, la maternité, c'était une révélation. À 30 ans, je voulais être une star. Donc, quand je suis devenue maman, je me suis dit, en fait, j'en ai rien à foutre d'être une star. En fait, ce que je veux, c'est être maman. Oui. Et puis, j'en ai eu un deuxième. Et au deuxième, je me suis dit, mais comment je vais faire pour l'aimer autant, tellement j'aime le premier? Et puis, j'en ai eu un troisième. Et puis, un avortement thérapeutique. Et puis, un quatrième. Et je me dis, mais en fait, l'amour se décuple. Oui. Et chaque semaine que je partage avec des femmes, je dis, mais je les aime tellement. Je leur ai tellement donné. Est-ce que je vais être capable pour les suivantes de donner encore? Et puis tu te rends compte que tu es encore capable aussi de faire tout ça. Bon, je vais repleurer. Non, mais c'est tellement beau, quoi. Mais voilà, c'est de se dire... Je les aime tellement, c'est tellement beau. Oui, en fait, quand je les vois arriver, en fait, ce que j'aimerais retenir, c'est effectivement qu'on retienne de moi
si j'ai pu changer juste quelque chose dans leur parcours, leur redonner l'envie d'avancer, tu vois, eh ben, c'est que cette maladie, elle n'aura pas été là par hasard. Et même si j'ai fait douiller ma famille, je ne suis pas du tout croyante, mais je suis quand même persuadée d'avoir eu une mission de vie. Et c'est pas possible que je me sois tapé 4 cancers de merde, même si c'était des petits cancers. J'adore quand on dit des petits cancers. On arrête avec ça, oui. N'empêche que c'était quand même 4 cancers et j'espère que ça s'arrêtera là. Mais si j'ai été capable de transmettre juste cette petite lueur d'espoir, parce que quand je les vois arriver en début de semaine, elles sont fermées, elles pleurent et ça va pas. Et quand elles repartent, là, je vois sur les groupes WhatsApp, elles se disent « Non, j'ai de l'énergie, je vais distribuer des flyers, je veux que les gens viennent chez Hope. » Ben, je me dis « Voilà, si j'ai eu tout ça, ça n'aura pas été pour rien. Et ok, ben merci qui m'a donné cette vision de vie. Je l'accepte, ça n'aura pas été toujours facile. Je l'accepte. Il y a des moments où j'ai envie d'envoyer tout balader parce que je suis épuisée physiquement et mentalement. Mais à chaque fois que je me retrouve au milieu de ces femmes, ça te redonne de l'énergie. Ça me redonne de l'énergie. Et tu vois, il y a 15 jours, on a eu un séjour avec 2 femmes de 32 ans avec des cancers ORL, dont une qui était certainement en fin de vie et une qui a 32 ans a un traitement à vie. Donc, mais ça fait chier, quoi. Tu m'as écrit ce soir-là. Tu vois, et je t'ai dit, je suis partie de l'atelier de la journée, je suis allée faire un truc que je fais jamais, j'ai acheté de la terre et j'ai planté des légumes. J'ai acheté des pots et je me suis dit, je vais planter des légumes. C'est la vie, ça, hein? C'est la vie. Et c'était hyper difficile et je culpabilisais de me dire, Anna, c'est hyper dur, tu as eu envie de fuir ce séjour. Et bien, je l'avoue, j'ai eu envie de fuir ce séjour. Et en même temps, je les ai vus à la fin de la semaine. C'était à la fois magique. C'est faux que tu dises que tu as eu envie de fuir. En fait, tu avais envie de prendre une distance saine. Et en plus, tu plantes la vie. T'imagines la symbolique. Et puis, je me suis dit, est-ce que je vais avoir l'énergie pour le séjour d'après? Et le séjour d'après, je me suis rééclatée. On a chanté avec les chevaux. Il y avait une dame qui avait été paralysée pendant 10 ans, puis elle s'était tapée 4 cancers. Et là, elle sort du rond de longe, elle a dansé avec un cheval. Elle me dit « Waouh, c'est génial !» Et je dis « Ok, bon, même dans les moments où j'en ai marre, je sais pourquoi je fais ça. » Bah oui. Ça a du sens. Oui, oui. Et moi, quelque part... Et toi, c'est pareil. Mais oui, mais quelque part, je me dis, je vais prendre un boulot sans responsabilité, et tout ça. Mais qu'est-ce que tu... voilà, écoute, c'est tellement beau. Et je trouve que c'est chaque fois des rencontres. En fait, c'est des rencontres. C'est 2 cœurs qui se rencontrent. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, bon, tu vois qu'on est dans le rouge, là. On est dans le rouge, on a dépassé. On a dépassé le temps. Mais il y avait quand même quelques petits trucs que j'avais envie de te demander quand même. Qu'est-ce que moi, je t'ai pas posé comme question? Oh là là, mais moi, j'ai envie de dire, je vais t'en poser une... Qu'est-ce qu'on dit pas assez sur le cancer? Qu'est-ce que... Tu vois, ça, c'était une de tes questions. Qu'est-ce qu'on dit pas assez? Qu'est-ce que tu as découvert? Un truc qui était particulièrement difficile et que tu n'avais pas imaginé? Alors, j'ai découvert qu'on avait des ressources qu'on ne connaissait pas et qu'on a ces ressources, qu'on est capable d'aller les puiser. Un amour qui se décuple. Un amour qui se décuple. Mais par contre, qu'il faut apprendre à cohabiter, et ça jusqu'à la fin de notre vie avec la maladie. Et ça, c'est le plus dur. Ouais. Parce qu'il n'y a pas un moment donné où ça s'arrêtera. Tu sais, en fait, je sais maintenant que quand on m'a parlé de rémission, c'était pas vrai, puisque derrière, ça a recommencé. Alors, en fait, c'est comme si tu avais eu un mensonge, parce qu'on t'a dit, il n'y a pas beaucoup de chances de récidive, et puis paf. Voilà, donc en fait, tu ne crois plus. Ouais, je me dis que... Non, c'est pas que je crois plus, c'est que je sais que je dois cohabiter. Ouais. Et toi? Alors, moi, ce que j'ai trouvé quand même assez difficile, j'avais pas imaginé, c'était tout ce qui est mutilation de la féminité. J'avais eu du mal avec mon corps, avec le trouble alimentaire. J'avais retrouvé, totalement guéri de ce trouble alimentaire. Il y en a qui disent on guérit jamais de l'anorexie, je suis pas du tout d'accord. Complètement retrouvé l'équilibre bien dans mon corps. T'as plus aucun problème du tout, toi? Zéro. Ouais. Vraiment une alimentation intuitive. C'était à quel âge ton anorexie? Bon, ça a commencé à l'adolescence et puis ça a encore duré après, mais c'était plutôt un esprit anorexique de contrôle en fait. Ouais. Il y avait des émotions très très difficiles qui étaient
voilà, de soucis familiaux, de beaucoup de soucis. Et finalement, j'avais trouvé cette bête stratégie, je le dis, que quand tu ne sais pas contrôler tes émotions, tu contrôles ce que tu manges. Et donc, c'était ça. J'avais juste un poids un peu faible, mais pas de vomissements, pas de trucs comme ça. C'était un esprit anorexique. Tu faisais attention. Je faisais attention, voilà. Et j'essayais de contrôler l'incontrôlable. Mais c'est une stratégie qui n'est pas très maligne. Enfin, bon, voilà, j'avais pas trouvé autre chose. Et j'avais tout lâché. Je me sentais bien dans mon corps et tout ça. Bien, j'avais repris du poids, j'étais bien, je me sentais féminine et tout ça. Et schlags, 10 ans plus tard, enfin 5 ans plus tard, en fait, ce cancer arrive. Au début, comme j'avais des j'ai des seins AAA, même la bonne femme de la prothèse, elle m'a dit ça n'existe pas chez nous. J'étais petit soldat rose, j'allais garder ma mastectomie comme toi. Je trouve ces photos magnifiques que tu mets mais je suis mutilée totalement, moi. Oui, mais je me sentais, et c'est beau parce que tu mets ces trucs de peinture, les couleurs. J'avais fait le kintsugi. Je me suis dit, tu vois, je m'imaginais le petit soldat rose avec ma mastectomie. Bon, après, j'avais pas de déséquilibre parce que j'avais un tout petit sein de l'autre côté. Je me suis dit, ben voilà, je vais militer et dire qu'on est belle avec un sein. Tu vois, comme moi, quoi. Voilà. Ouais. Mais tes photos, je les adore, je les ai regardées en boucle. Hein. Et puis, à un moment donné, ça n'a plus été. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé, je l'avoue, j'ai commencé à regarder les seins de toutes les nanas. Ah ouais? Ah non, mais j'ai commencé à plus me sentir entière, j'ai commencé à me sentir mutilée, je voyais que des seins. T'avais mis une prothèse, hein? Non, j'étais à plat. Ah oui, mais moi, j'étais complètement à plat. Mais remarque, moi, la prothèse, c'est vraiment le truc, je dirais, ne le faites jamais, c'est atroce. Alors moi, je voulais pas de prothèse en plus, je n'avais pas de corps étranger et tout. Mais à un moment donné, je me suis sentie incomplète, ça allait pas du tout. Et je sais pas, est-ce que c'est le fait que j'étais pas bien pendant tout un temps dans mon corps, est-ce que c'est ça qui est revenu, j'en sais rien. Et du coup, ça a été vraiment très compliqué. Pour moi, c'est toute cette question de la féminité. Alors du coup, j'ai voulu me reconstruire, mais j'ai voulu faire en local, enfin écologique, quoi. Donc, j'ai pris mes cuisses pour refaire mes seins, des opérations. En fait, tu sais, c'est les deux muscles qu'on a besoin pour monter à cheval. En fait, c'est des graciles. Donc, ils ont attrapé ça là, ils ont mis là, puis il y a eu des suspicions dans l'autre sein. Il a fallu enlever. Enfin, 8 opérations pour finalement terminer quand même avec des prothèses. Donc, j'ai des morceaux de cuisse plus des prothèses là. Après, je suis très, très contente, mais j'ai trouvé que ce processus mais long. J'ai jamais utilisé le vocabulaire guerrier pendant mon parcours de soins, mais là, j'ai trouvé que vraiment, c'était le parcours de la combattante, quoi. Aujourd'hui, je suis contente, mais j'ai pas réalisé à quel point cette féminité a été malmenée. Et finalement, j'ai fait des massages tantriques. Ah ouais? Même, pour renouer avec cette féminité. Et la pole dance m'a... Ah oui, parce que la pole dance... Mais tu dois avoir des abdos de ouf! Ah bah attends, mais j'ai mis 3 mois pour monter sur cette putain de barre. C'est hyper dur. Oui, j'ai attrapé des biscottos là. Hier, dans le train, il y avait une petite dame qui était haute que 3 pommes, impossible de mettre. Et là, tu vois, et là, je dis, je peux vous porter votre valise, je la mets. Mais là, avec tes prothèses, parce que moi, ça me fait tellement mal ici encore, alors que j'ai plus la prothèse. Ah, t'as encore des cordes? Ah, mais j'ai encore des cordes, c'est horrible. Depuis la récidive, tu sais, moi j'avais fait récidive, en fait j'ai enlevé ma prothèse, je me suis aperçue que j'avais une récidive sur ma prothèse, donc du coup, ils ne savaient pas que c'était une récidive, ils m'ont pris de la graisse partout pour en mettre à la place de la prothèse, du coup j'ai plein de boules dans le sein où tu as des suspicions à chaque fois, et surtout j'ai toutes les cordes encore. Bon, il n'y a pas longtemps je dépassais pas là, maintenant je vais jusque là, mais... Voilà, alors moi, contrairement à toi... Et t'as de la kiné qui j'ai pas le temps. Mais tu sais en fait, le truc, c'est que je m'occupe pas assez de moi, mais... Bah, la pole dance, c'est comme ça que tu pètes tes cordes, hein. Tu te suspends, comme ça. Donc, en fait, toutes tes cordes, la pole dance a vraiment résolu mes histoires de cordes. Et ça fait mal, hein, ça. Ouais. Ça... Et t'as quand même une kiné parfois qui mais j'ai pas le temps. En fait, tu vois, le truc, c'est qu'aujourd'hui, voilà... Comment tu prends soin de toi? Dis-moi, dans tout ça, j'aimerais bien savoir. Pas tellement. Je prends pas. Tu vois, là, j'ai fait le spectacle il y a 15 jours. J'ai toujours pas enlevé le vernis à ongles rose qui devrait partir parce que je n'en mets pas. J'ai pas le temps. Je prends du temps où je vais faire des massages quand on est en vacances, voilà. Mais en fait, je mets jamais vraiment de stop. Même en vacances, je lâche pas complètement. Et tu vois, mes enfants m'ont dit, on est parti un mois à Miami avec mon homme cette année, où là. J'étais en décalage avec l'équipe en France, donc du coup tous les matins j'allais faire du pilates, je marchais 10 km par jour, et mon fils m'a dit, mais maman, c'est par ça que tu devrais commencer, tu as quand même eu 4 cancers,
ta journée, maintenant, ça devrait être, je commence par ce qui me fait du bien, le sport que tu es obligé de faire, ton pilates, etc. Mais tu vois, en ce moment, on est dans une espèce de course où on ouvre les US, on ouvre une deuxième antenne en Suisse, on essaime, même si j'ai pris une CEO, il y a le passage où aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'être ma priorité. Voilà, si aujourd'hui, je devais changer quelque chose, je ne voudrais pas arrêter tout ce que je fais, mais je voudrais être ma priorité. C'est enregistré, là. C'est enregistré. Tu vois, c'est enregistré. Je voudrais être ma priorité dans mon quotidien. Et ça enfin, ma priorité, après mes enfants, bien sûr, mais la priorité de je dois faire mon heure de sport, je dois faire ma rééducation, je dois aller chez le kiné, j'ai des tendinites de partout, tu le sais, à cause des traitements de l'hormonothérapie, des marques laissées par cette prothèse. Moi, j'ai pas eu de problème du tout avec ma féminité. Mais par contre, je sens que mon corps a besoin d'être entretenu pour ne pas avoir de douleur. T'as jamais frisé le burn-out? Oh si, plein de fois. Au moins 2 fois par an. Avant la préparation du gala, je flanche, je me dis oh, je vais jamais y arriver. Et là, je m'écroule. Au milieu des réunions Hope, je suis capable de m'écrouler en disant je vais pas y arriver. Ouais. Parce que je porte tout à bout de bras. Alors maintenant que j'ai l'arrivée de Céline Forestier, qui est la directrice, je pense que elle sait, tu vois, des fois je lui dis là, je suis de nouveau dans le rouge. Elle m'a dit bon, cette semaine, on t'enlève les visios, etc. Mais le problème, c'est que, je sais pas comment tu fais toi, mais moi je suis aussi fautive. C'est-à-dire qu'on m'enlève un truc, j'en crée un autre. Tu vois? Oui. Tu vois? Oui. Ben, je pense que tu as plus. Hein. Enfin, tu as vraiment... t'as plus là, et puis il y a plein de gens qui dépendent de toi, tu vois. Là maintenant, c'est vrai que j'ai plein de contrats en cours. Si aujourd'hui tu fais plus ton podcast une fois par semaine, qui va le faire à ta place? Ah bah tant pis. Tu sais quoi, tant pis. Ok. Ça a été pas évident parce que je me suis dit mais pourquoi en fait je le fais? Enfin pourquoi? Il y a personne qui m'attend, hein. Tu vois. Mais tu as une audience. Oui, il y a une audience, il y a des contrats en cours, mais ça n'a pas été simple. J'ai fait un travail avec quelqu'un avec qui j'ai travaillé chez Résilience. J'ai travaillé pendant 8 mois chez Résilience. Ah, avec Anne Ah non, Résilience. Résilience. Care, ouais, voilà. Et alors, il m'a fait faire des... Je voulais réfléchir à comment est-ce que j'allais réorganiser... mon année, parce que j'avais trop tout le temps, et voilà. Et il m'a posé des questions fondamentales et je me suis dit, mais au fond, Delphes, pour qui? Pourquoi? Et là, j'ai un tout petit peu levé le pied. Il n'y a plus un épisode toutes les semaines. Quand même. Il y a un peu autre chose. Un peu de C'était intéressant. Il disait, si on se retrouve dans un an, si l'année est exactement celle que tu as toujours voulu avoir, qu'est-ce que tu as laissé tomber? Qu'est-ce que tu as gardé? C'est ce que j'allais te dire. Eh bien, plus un podcast toutes les semaines, dire non à plein de propositions et être une priorité. Oui. Alors, du coup, si... Je t'ai posé toutes les questions qu'on avait prévues, parce que je regarde pas mes notes, moi, tu sais. Mais il me semble... Qu'est-ce qui reste fragile, la transformation? Ah, moi, j'ai une question par rapport à ça. Tu m'as posé cette question-là et j'y avais jamais pensé. Est-ce que tu te sens libre? Est-ce que tu te sens plus libre? Là, c'est vrai qu'on est dans le rouge, il nous reste plus de 2 minutes. Est-ce que je me sens C'est toi qui m'as posé cette question-là, hein? Toi, tu as répondu que oui, donc du coup, tu te sens plus libre. Mais merci pour la question, hein, parce que je m'étais pas... je me sens un peu plus libre depuis cette année, où j'ai pu un peu plus lever le pied, dire non, sans culpabilité. Avant, tu vois, on me sollicitait pour des trucs, j'arrivais tellement pas à dire non, qu'en fait, je m'énervais pendant 2-3 jours dans ma tête. J'en voulais à la personne. Comment je pourrais arriver à dire non? Comment est-ce que je pourrais arriver? Ouais. Donc tu perds 3 jours en te disant merde, mais pourquoi est-ce que cette personne me sollicite, machin? Et là maintenant, ne perdons pas 3 jours. Voilà. Bon après, je vais voir quelqu'un toutes les semaines et tout ça. C'était pas toute seule que j'arrive. Mais oui, je me sens plus libre et je te remercie de m'avoir posé la question. Mais moi, je te pose la question. Alors non, pas encore. En fait, là, si je me sentais vraiment libre, tu vois, et si tu me disais, est-ce que tu as une baguette magique? Là, j'aimerais... Les choses qui me pèsent encore, c'est quand même... j'adore animer mon gala, mais l'organisation du gala, c'est beaucoup trop. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir me dire...
j'ai une année, je vais écrire mon livre avec ma meilleure amie, je vais monter mon film parce que je veux raconter cette histoire de deux femmes qui ont tout vécu, qui ont 50 ans d'amitié, qui ont tout vécu, leur jeunesse, la maladie, la maternité, le couple. Et ton amie, elle a aussi été malade? Pas du tout. Elle m'a accompagnée. accompagnée. Elle est présidente de l'association, elle gère l'antenne de Maison Lafitte. Mais nos enfants sont amis, nos parents sont amis. Et j'aimerais avoir ce temps pour moi de me dire, j'ai le temps de faire ça. Et ben, j'ai... Tu peux regarder la caméra, s'il te plaît? Vas-y, rendez-vous dans 6 mois. Tu peux faire une espèce de déclaration. On n'a pas parlé de ce livre, Delphine, pour maintenant, tu vas conclure. parler du tien. Est-ce que tu vas sortir un livre dans un an? J'aimerais. Dans un an, je ne sais pas, mais j'aimerais. Parce que j'ai écrit plein de bouts et j'ai envie de l'écrire. Et j'aimerais pouvoir me poser, me mettre au milieu de mes chevaux, au bord du lac, et me dire j'écris mon livre, j'écris mon film. Encore peut-être pour laisser une trace, hein, mais j'aimerais être moins dans je cours après les rendez-vous, je cours après tout le temps. Voilà. Oui, mais tu sais, Annabelle, on parle toujours du faire, mais j'ai tellement l'impression que tu es dans le être pendant que tu fais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je vais quand même te raconter que j'étais à Léon Bérard pour le salon des caffaïteuses. Oui. Il y a très longtemps, et on m'avait dit, tu dois rencontrer Annabelle. C'est vrai? Ouais, déjà, c'était... je ne sais même plus comment elle s'appelle. Elle a eu un sarcome. Elle s'appelle Petite Grenouille, en fait, dans mon groupe de soutien. Babette Loiseau. Voilà. Elle fait partie du spectacle, la comédie musicale. Voilà. Petite Grenouille. Tu savais qu'elle s'appelait? Elle écrit sûr. tous les textes Grenouille. Incroyable. Extraordinaire. Et elle est sur scène. Elle est géniale. Elle en a eu des tuiles, Babette, et on en a vécu des choses ensemble. Et voilà, elle m'a dit, Annabelle, tu dois absolument... Et elle est dans mon documentaire. Et elle est passée sur mon podcast au tout début. Elle est extraordinaire, cette femme. Ouais, voilà, tu vois. Donc déjà, on m'a parlé de toi il y a 5 ans. Donc voilà, on se retrouve. Ça clignote. Je suis ravie. Qu'est-ce que tu as envie de dire, ton petit mot de la fin? Mon petit mot de la fin, j'ai envie de dire, si vous tombez malade, oui, vous allez avoir une espèce d'urgence de vivre. Vous allez courir. Faites tout ce que vous avez envie de faire, mais aussi profitez de ce moment pour apprécier et voir le temps qui passe et peut-être même prendre le temps de vous ennuyer. Parce que moi, je n'arrive pas à m'ennuyer. Des fois, je dis j'aimerais m'ennuyer. Et c'est vrai. J'aimerais apprendre à m'ennuyer. Souvent, c'est du vide dont tout naît. Donc, c'est vrai que s'ennuyer, en fait, c'est la créativité. Ouais. Et toi? Moi, je vais prendre une grande pause cet été pour essayer de faire de la place à quelque chose de nouveau. Mais je ne sais pas encore quoi. On se donne rendez-vous dans une année? Oui. Avant. Dans 6 mois? Oui. Dans une année pour un nouveau podcast croisé. Toi, ton livre, ton film. Il faut un peu de temps pour l'écrire. Ouais, on se fera un petit podcast croisé. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été mon invité. Donc, ce podcast, il sera diffusé at the same time. Oui, même jour, même heure. Même heure. Ouais. On partage, on like et mettez des étoiles si vous avez aimé. Ciao, ciao, bisous.